Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver en direct, donc nécessairement un petit peu intimidés pour ce premier rendez-vous avec votre MDPH. Nouvelle action d'information du département de la Gironde, qui va prendre la forme d'un cycle de 4 conférences en ligne. J'y reviendrai un petit peu plus tard. La thématique de notre première rencontre de ce soir a pour point de départ une question simple, celle que chacun de nous peut se poser, et à laquelle nous allons répondre collectivement autour de cette table, mais aussi avec vous, puisque vous allez pouvoir interagir, vous qui êtes connectés, avec nous, que vous soyez personne en situation de handicap, parents, aidants, professionnels. La question étant, ma demande de MDPH, quel circuit? Alors, cette initiative, elle s'inscrit pleinement dans la démarche Gironde de territoire 100% inclusif, volonté vous assurant non seulement un accès à l'information, et Dieu sait si c'est important, un accès aux droits et à la compréhension de ces mêmes droits, mais également la valorisation de votre participation, et c'est bien pour ça que nous sommes ce soir ensemble. C'est là la véritable garantie de réponses concrètes, co-construites, notamment avec vous, au plus près des besoins de chacun, des personnes en situation de handicap. L'objectif de ces 4 rencontres est donc de vous apporter une information claire, accessible, sur le fonctionnement de notre institution, cette institution étant la MDPH, mieux connaître le circuit d'un dossier de demande, les différentes prestations que vous, personnes en situation de handicap, vous pouvez solliciter. Avec cette nouvelle manière de communiquer, la MDPH veut donc développer avec vous une relation de proximité, vous permettant de mieux connaître le fonctionnement de la MDPH et vous témoigner ainsi la présence à vos côtés d'une administration humaine, compréhensive, sensible et nécessairement accessible. Pour mieux identifier les problèmes que vous pouvez rencontrer, préalablement, un groupe de travail a été constitué avec des agents de la MDPH et des territoires, des professionnels médico-sociaux et différentes associations girondines pour élaborer ce cycle de 4 conférences en ligne, la première étant celle de ce soir. En cela, nous remercions tout particulièrement l'Association de défense des droits des personnes accidentées et ou en situation de handicap, l'association Les Petits Corps Malades, Nos Enfants Différents, Trisomie 21 et l'Union départementale des centres communaux d'action sociale. On y reviendra à la fin. Je vais préalablement l'indiquer. 3 autres webinaires suivront. Vous pouvez déjà noter la date du mardi 9 novembre, qui sera consacrée à la scolarité de mon enfant, de votre enfant. En mars 2022, il sera question des différentes voies de recours. Et enfin, un dernier rendez-vous en juin 2022, rendez-vous qui portera sur la prestation de compensation du handicap. 3 discussions vont rythmer l'heure que nous allons passer ensemble. Et autour de, on va dire, trois grandes questions. La première étant, où se procurer le dossier MDPH, qui peut m'aider à remplir ce dossier. La deuxième partie de l'heure que nous allons dérouler avec vous, va concerner le renseignement du dossier, comment le remplir. Et enfin, la troisième partie sera consacrée à l'évaluation de votre demande, et puis surtout, après l'évaluation, que se passe-t-il ? Quelques modalités techniques et informations pratiques. Donc cette conférence est en ligne. Cette conférence en ligne ou webinaire est diffusée en direct et en continu, streaming, sur le site du département de la Gironde. Les personnes qui souhaitent poser des questions peuvent le faire au moyen du lien qui est sous votre écran, je pense, je ne le vois pas, du coup je vais le reprendre si ce lien n'est pas lisible, donc c'est www.bicest.live/MDPH et le code session en minuscule est MDPH. Bicest est un outil d'animation de réunion collaborative et c'est grâce à ça que nous allons pouvoir, durant cette heure, échanger ensemble. Les questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, si nécessairement, elles sont nombreuses. Elles seront collectées et les réponses vous seront apportées un petit peu plus tard sur la même page de ce webinaire, sur le site du département de la Gironde, mais également sur celui de la MDPH. Pour rappel, le site du département de la Gironde, gironde.fr, pour ce qui est de la MDPH, mdph33.fr. Cette conférence en ligne est traduite en langue des signes par la société Scopsignes.
Les personnes qui ne peuvent pas suivre une nouvelle fois en direct ce webinaire pourront le revoir en différé, en replay, sur le site gironde.fr ou sur celui de la MDPH. Enfin, pendant tout le webinaire, nous allons recueillir votre avis, l'objectif étant de mesurer votre intérêt sur cette première initiative. Je vais maintenant passer à la présentation des personnes qui sont avec moi autour de cette table. Et je vais commencer pour l'association Trisomie 21 par, à ma gauche, Anne Langeard, qui est maman de Françoise. Evelyne Delay, qui est à ma droite, qui est directrice de la MDPH. Gaëlle Mikoulas, qui est à ma gauche, qui est chef de service des pôles territoriaux d'activité. Anthony Urbantic, qui est coordonnateur de gestion courrier et numérisation et qui travaille donc à la préinstruction des dossiers MDPH, et Madame Sylvie Pointel, qui est directrice du pôle territorial d'activité de Libourne. Voilà, tout est en place. La présentation de ce webinaire est maintenant terminée. Nous allons pouvoir démarrer cette conversation et nous allons la débuter avec le témoignage d'Anne, qui est juste à ma gauche, qui est maman de Françoise et qui va nous dire comment elle a vécu les différentes demandes à MDPH qu'elle a dû faire pour sa fille. Merci, bonsoir. Ma fille Françoise est née il y a 20 ans, elle a eu 20 ans la semaine dernière exactement. Notre premier contact, en fait, à sa naissance, c'est une amie qui est sa marraine qui nous a dit que on pouvait être aidé. Sinon, on n'avait pas du tout idée qu'on pouvait être aidé dans ce parcours. Donc, notre premier contact de demande, ça a été pour intégrer le CESAT de Trisomie 21. Et cette première demande, elle était petite. Et en fait, on a reçu un courrier qui nous disait votre demande ne peut pas aboutir. Une commission compétente décidera de l'orientation de votre enfant. Et là, ça a été très violent parce qu'en fait, on avait l'impression que notre enfant devenait une chose, pas un être humain. Ça, c'était le premier contact. Donc, on a décidé de participer aux réunions à l'époque. Et nous sommes allés avec notre enfant à une réunion de justement une commission d'orientation pour que notre objectif, c'était de mettre que les personnes responsables des orientations, justement, se rappellent que derrière les dossiers, il y a des gens, des humains et puis des enfants. Donc, voilà. Et c'était assez impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde à cette commission. Ça s'est très bien passé. Hein. C'était impressionnant, mais ça s'est très bien passé. Et puis, petit à petit, on a continué à faire nos dossiers de demande pour être aidés. Et dans l'ensemble, ça se passait pas trop mal, sauf dans l'urgence. Par exemple, quand il a fallu demander une AVS à l'école. L'école nous demandait une AVS, mais très rapidement, en fait, ils nous avaient dit oui, on va prendre votre enfant. Et puis un mois avant la rentrée, ou je ne sais pas quand exactement, ils nous ont dit on prendra votre enfant, mais il faut une AVS. Et on n'avait pas fait le dossier. Donc il fallait être hyper réceptif, il fallait que ça aille vite. Et en fait, le projet de notre enfant était mis à mal parce qu'on était confronté au temps qu'il fallait pour les décisions. Voilà, c'est surtout cet espace-temps qui est compliqué à gérer dans les demandes. Ensuite, nous avons eu un refus parce qu'une fois de plus, au collège, Françoise, pardon, je ne l'ai pas précisé, Françoise a fait sa scolarité en maternelle ordinaire, élémentaire ordinaire aussi. Elle est allée en Ulysse au collège et en Ulysse lycée professionnel. Et maintenant, elle est demandeuse d'emploi et elle va continuer pour faire des stages et après aller vers l'emploi. Donc là, au collège, il fallait plus d'heures d'AVS. Et comme on nous a refusé ces heures d'AVS, nous sommes passés par le tribunal du contentieux parce que c'était beaucoup plus rapide que de passer par le recours. Pareil, là, on s'est retrouvé devant une commission. Là, c'était impressionnant parce que c'était vraiment un tribunal, quoi. C'était, voilà, il fallait argumenter. Et c'est assez violent pour des parents parce qu'en fait, on a notre projet dans la tête. On a tout qui va bien sur le terrain. Et des fois, il y a cette petite chose qui nous manque, c'est le papier qui va faire que le projet va pouvoir continuer. Et encore, on a beaucoup de chance parce qu'il y a le centre ressources régional Trisomie 21 qui est à nos côtés. Et donc, les portes s'ouvrent plus facilement. Alors, je dois avouer que quand même, depuis quelque temps, c'est beaucoup plus facile de faire les dossiers MDPH. C'est beaucoup plus facile à lire.
Il y a encore de la marge parce que je n'avais pas enregistré qu'il y avait un code d'accès pour suivre le dossier. Il y avait écrit département, je l'ai classé dans sans même lire ce de quoi il en retournait. Bon, ça c'est mon problème. Mais voilà, moi il me faudrait du FALC vraiment facile à lire, hyper simplifié parce on croule sous les informations. Et voilà, donc je ne sais pas, après... j'ai fait un peu le tour de notre rapport avec la MDPH. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est d'avoir maintenant ces petites antennes donc, qui nous permet d'aller vers l'humain. Donc quand on a un dossier à déposer, moi je prends ma voiture, je vais à Talence, nous sommes sur Bègles. Et là on parle avec quelqu'un qui nous dit oui, votre dossier, toutes les pièces sont là, tout va bien. Sauf cet été parce qu'on attend une décision, mais il faut que j'aille voir avec mes codes. J'ai essayé d'avoir quelqu'un au téléphone, j'ai essayé 3 jours. Assez régulièrement toutes les journées. Je n'ai eu personne au téléphone, donc ça c'est un petit peu compliqué encore. Et quand je suis allée à l'antenne, la personne qui pouvait éventuellement me répondre était certainement en vacances. Et puis après, la rentrée est arrivée, j'ai pas pris le temps de reprendre contact. J'ai été un peu découragée. Mais j'attends toujours une petite décision là, pour continuer un petit projet là, en cours. Voilà. Merci beaucoup. Ça va ? Ça va, c'est bien. Du coup, vous avez quand même, Anne, vous avez pas mal balayé des sujets, enfin, commencé à poser les questions, finalement, hein, puisque il y a quelques thèmes que j'ai relevés comme ça, à main levée. Si la MDPH est aujourd'hui plus accessible, en quoi elle est-elle ? Et c'est bien ce que nous allons aborder dans un petit moment. La question des pôles territoriaux également. Et puis, effectivement, ce qui est une question importante pour les personnes en situation de handicap, les délais d'instruction d'un dossier et donc tout le cheminement du dossier. Je pense que c'est intéressant pour les uns et les autres d'en avoir une connaissance beaucoup plus précise. Alors, du coup, maintenant, je vais me tourner vers Evelyne Delay, qui est à ma droite, et je vais lui poser une question finalement assez simple, mais dont la réponse est quand même assez compliquée. Quel est le rôle de la maison départementale des personnes handicapées, Evelyne ? Alors, les maisons départementales des personnes handicapées, elles ont été créées donc, par la loi du 11 février 2005. Donc, ce sont des institutions relativement jeunes. Et dans chaque département, donc, il y a une MDPH qui a pour mission d'accueillir, d'informer, d'accompagner, de conseiller les personnes en situation de handicap et leurs proches pour l'accès aux droits. En plus de ces missions, elles ont une vocation donc, à développer des actions d'information et de sensibilisation pour l'ensemble des citoyens au handicap. Et donc, par cette mission, elles participent à la création d'une société beaucoup plus inclusive. La MDPH, c'est un guichet unique pour les personnes en situation de handicap, enfants ou adultes. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a un petit peu, très rapidement, bien évidemment, brossé le rôle de la MDPH de la Gironde, je vais me tourner vers Anthony Urbancic et je vais lui poser une question. Ce dossier, comment je me le procure quand je suis en situation de handicap ? Alors, il y a diverses manières de se le procurer. Tout d'abord, on peut se rendre sur le site internet de la MDPH, à 33, à la rubrique « Faire une demande ». Je pense qu'on va le voir sur l'écran. Vous allez le voir sur la diapo. Ça y est. Donc voilà, vous le voyez, c'est bien entouré. Faire une demande. Donc voilà, vous pouvez passer par ici. Aujourd'hui, cette demande, on peut la remplir en ligne, la télécharger et l'envoyer par courrier à l'adresse de la MDPH. Pour information, nous travaillons actuellement sur la faisabilité d'un envoi en ligne de dossier sans avoir besoin de l'imprimer. Voilà, mais ça, c'est pas pour tout de suite. C'est un projet en cours. Également, la personne peut contacter la plateforme Accueil Autonomie. Ça va être une autre diapo qui va apparaître, vous allez voir. La deuxième diapo devrait apparaître. Donc ça, c'est la première. Voilà, faire la demande. La deuxième, voilà, vous allez voir la deuxième diapo. Voilà, vous allez contacter la MDPH par courrier, par téléphone. Donc voilà, donc cette plateforme qui réunit une douzaine d'agents qui sont chargés d'accueil et d'assistance aux usagers. Ils répondent toute la journée aux questions que se posent les personnes ainsi que les partenaires. Il faut savoir qu'ils répondent aux questions pour les personnes en situation de handicap, personnes âgées et également aux partenaires. En moyenne, il y a 1000 appels par jour, donc c'est assez difficile de les avoir, il faut être très patient. Et en moyenne aussi, c'est 700 appels qui concernent le champ du handicap.
Donc voilà, il faut savoir aussi que cette plateforme Accueil Autonomie travaille bien sûr avec l'appui de la MDPH pour les situations les plus complexes. Et donc tout ça pour vous dire que vous pouvez les contacter et ils se feront un plaisir de vous envoyer un dossier, il n'y a aucun souci. Alors juste pour une petite précision, il faut compter 4 à 5 jours pour que le dossier vous arrive chez vous. Également, vous pouvez demander qu'un dossier vous soit envoyé en formulant sa demande par écrit. Donc, vous nous envoyez un courrier à la MDPH, à MDPH 33. Ou sinon, vous pouvez utiliser le formulaire de contact qui se trouve également sur le site de la MDPH 33. Et enfin, si vous pouvez vous déplacer, vous avez la possibilité de vous rendre sur l'un des 9 lieux d'accueil qui sont proches de chez vous. Voilà toutes les diverses manières de se procurer un petit dossier MDPH. Merci beaucoup Anthony pour cette première intervention et le lien est tout fait. Je me tourne vers Sylvie Pointel. La Gironde est un département vaste où résident de nombreux habitants. Où est-ce que je peux trouver ces différents lieux d'accueil en Gironde ? Alors, le département a souhaité mailler le territoire au plus près de... Alors, on devrait avoir une diapositive, oui, du coup. Voilà. Le département a souhaité un maillage au plus près des usagers, tant les usagers en situation de handicap que les autres usagers d'autres prestations du département. Et ainsi a mis en place, il y a maintenant 7 ans, 9 pôles territoriaux de solidarité que vous voyez sur la carte qui est projetée. Alors, le pôle de solidarité sur le Médoc, donc Castelnau du Médoc, un pôle sur le bassin à Lenton, un pôle, je vais d'abord citer le rural, un pôle à Saint-André de Cubzac, un pôle à Libourne, un pôle à La Réole, et enfin sur la métropole, donc un pôle à Bordeaux, un pôle à Mérignac, un pôle à Talence et un pôle à Lormont. Donc, dans ces pôles, les personnes en situation de handicap trouveront un accueil auprès de secrétaires médico-sociaux ou de secrétaires, puisque sur chaque pôle, nous avons un binôme de secrétaires qui accueillent les personnes en situation de handicap ou leurs familles. Ces personnes aident les personnes en situation de handicap dans le remplissage de leurs dossiers. Elles peuvent les aider dans l'aide à la formulation de leur projet de vie, mais pour cela, elles sont plutôt orientées vers des travailleurs sociaux qui les aident dans la formulation de ce projet de vie. Ensuite, les secrétaires vérifient si le dossier est complet. Gaëlle nous en parlera, je crois, tout à l'heure au niveau des pièces à fournir. Et du coup, délivre un accusé de réception. Et nous, quand le dossier est déposé dans les pôles, nous envoyons les dossiers via ce qu'on appelle des messagers en interne vers la MDPH. Donc, à ces 9 pôles de solidarité s'ajoutent 27 maisons du département des solidarités, qui sont des services des pôles territoriaux, qui sont les services sociaux des pôles, et où la personne, sur des territoires souvent vastes, moi je représente ici le territoire du Libournais, mais j'ai des collègues sur d'autres territoires, Sud-Gironde, le Médoc, qui sont des territoires vastes. Donc l'idée, c'est d'être au plus près de l'usager. Et donc, dans les maisons du département des solidarités, les usagers, les personnes en situation de handicap peuvent aussi trouver de l'aide pour remplir leur dossier. À ces sites, donc MDS et Pôle, s'ajoutent aussi les centres locaux d'information et de coordination qui peuvent aider aussi les personnes dans le remplissage du dossier. Également les espaces France Service. Nous avons actuellement sur le département 31 espaces France Service qui sont labellisés et 10 qui sont en voie de l'être d'ici au 1er janvier 2022. Nous avons également les partenaires, puisque le département travaille aussi avec des partenaires que sont les CCAS et les centres communaux d'action sociale ou les centres intercommunaux d'action sociale, les CIAS, qui peuvent également aider au remplissage du dossier,
Mais pour les petits CCAS, il n'y a pas de personnel vraiment dédié aux personnes en situation de handicap. Les grosses villes de métropole ont effectivement des personnels dédiés, mais sur les petites communes, il n'y a pas de personnel dédié. Donc il y a une première aide au remplissage du dossier, mais ça ne va pas au-delà. D'accord. Est-ce qu'on peut apporter une précision? Vous avez parlé de la partie administrative du dossier, de sa complétude, et puis de la question de la rédaction du projet de vie, pour faire le lien entre la personne qui me reçoit administrativement et qui pourrait m'orienter vers un travailleur social pour m'aider à rédiger ce projet de vie. C'est la personne qui me reçoit qui se charge de ce lien? Bien, la personne qui vous reçoit va déterminer avec vous si vous êtes en besoin d'aide justement pour formuler ce projet de vie, et vous orientera soit vers un CLIC, Centre local d'information et de coordination, soit vers un travailleur social du pôle. Sur le même territoire en fait. Sur le même territoire, ou de la MDS, encore au plus près de la personne, puisque nous avons des travailleurs sociaux à la fois sur le pôle, mais aussi sur les MDS du territoire. Pour illustrer peut-être mon propos, moi je représente le territoire du Libournais. Bon, je représente aussi l'ensemble des territoires, mais pour parler d'un territoire que je connais un petit peu mieux, le Libournais, donc vous avez le pôle à Libourne, mais une personne qui habite sur le pays foyen se rendra à la MDS de Sainte-Foy-la-Grande. Une personne qui habite à Castillon se rendra à la Maison France Service de Castillon. Voilà, je parle trop. Non, allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour un usager qui habite ce qu'on appelle sur la circonscription de Coutras, il se rendra à la MDS de Coutras. D'accord. Bien, merci beaucoup Sylvie. Je crois, alors j'ai vu apparaître quelques questions, puisqu'on a terminé cette première séquence sur où se procurer le dossier MDPH, qui peut m'aider à le remplir. Donc je vais essayer de lire, c'est un peu compliqué parce que j'ai les spots dans les yeux, vous m'envoyez désolé. Donc la première c'est, peut-on de nouveau déposer les dossiers en direct et qu'ils soient vérifiés et tamponnés? Merci. Alors peut-on, qui c'est qui peut répondre autour de la table à cette question? Sylvie? Écoutez, je pense que oui, puisque nous avons des secrétaires qui sont présentes dans nos pôles ou MDS. Alors, les MDS ne tamponnent pas les dossiers, c'est uniquement sur les pôles. Alors, ça veut dire quoi, tamponner le dossier? C'est-à-dire qu'il a bien été reçu, qu'il a bien attesté qu'il a bien été reçu. Je pense qu'on verra tout à l'heure pourquoi c'est important. Voilà, parce qu'il est complet, envoyé vers la MDPH. Mais là, ça ne peut se faire que sur le pôle. Les MDS que je citais tout à l'heure aident pour remplir le dossier, mais n'assurent pas cette accusé-réception. Ce sont les pôles territoriaux. Donc, il y a une personne qui m'aide à remplir le dossier, je le récupère une fois que ce travail est fait, et c'est moi qui vais l'amener afin qu'il soit enregistré. Alors, soit je l'amène, soit je peux l'envoyer. En général, les personnes qui vont dans une MDS, elles se font aider par la personne qui les reçoit. D'accord. Et envoie sans doute directement le dossier. Moi, je vois une personne du Libournais, si elle habite à Sainte-Foy, elle se rend peu sur Libourne. Oui, bien sûr. Je parle du territoire que je connais. Donc, je pense qu'elles envoient leur dossier en direct vers la MDPH. Il peut être envoyé par courrier aussi, le dossier. D'accord. Et vous pouvez vous charger de cet envoi ou pas? Ou j'ai peut-être pas tout bien suivi? Tout à fait. Le dossier peut être laissé dans une MDS et après récupéré au pôle qui les centralise et les envoie vers la MDPH. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, une deuxième question. Comment est déterminé le lieu d'implantation des lieux d'accueil? Car dans le Sud-Gironde, il n'y a aucun lieu entre Andernos et l'Aréole. Alors, Andernos, je ne suis pas sûr que ça soit dans le Sud-Gironde, on est plutôt sur le bassin d'Arcachon. Donc la personne qui nous pose la question habite Saint-Symphorien, alors que dans le nord du département, il n'en existe plus. Bon, alors, du coup, quel est le lieu pour cette personne le plus proche de Saint-Symphorien? Est-ce qu'on sait ça de mémoire avec la carte? Saint-Symphorien, c'est... C'est dans le Sud-Gironde. C'est à côté de Villandreau. C'est à côté de Villandreau, donc effectivement, on va être entre bassin d'Arcachon et Sud-Gironde, je pense, à peu près, quoi. Je ne connais pas trop bien ma carte girondine, mais je pense qu'on est à peu près sur ça, donc
Je ne vois pas quel est le lieu. Allez-y, Gaëlle, du coup, vous pouvez peut-être répondre. Le pôle territorial de solidarité est situé à Langon. Et ensuite, il y a des MDS, une à Bazas, une à Cadillac, une à La Réole et une à Langon. Et un CLIC, un centre local d'information et de coordination qui assure l'accueil et l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap, qui, lui, est situé à La Réole. D'accord. Bien. C'est vrai que La Réole, de même, ça, ce système de navette entre le territoire et la MDPH. D'accord. Bien. Merci beaucoup, Gaëlle. Je me tourne vers la régie. Est-ce qu'on a peut-être encore une troisième question ou pas? Ou est-ce qu'on passe à la deuxième partie de ce webinaire? Non, du coup, on me fait signe. Il n'y a pas d'autres questions. Je passe à la deuxième partie du webinaire. Cette deuxième séquence intitulée « Quoi renseigner dans le dossier ?» Et je vais directement poser ma question à Gaëlle Mikoulas et lui demander ce que doit comprendre une demande déposée à la MDPH. Alors, que ce soit une demande effectuée pour un adulte ou pour un enfant, nous attendons 4 pièces obligatoires. Le CERFA dossier de demande, donc ce CERFA mis à disposition sur le territoire national depuis le 1er mai 2019. Un certificat médical qui aujourd'hui a une durée de validité d'1 an. Une copie d'un justificatif de domicile ainsi qu'un justificatif d'identité. En fonction de l'âge et de la situation de la personne, nous attendons 2 autres pièces. L'attestation, le jugement de la mesure de protection et ou le GEVASCO, qui est un document que vous pouvez également retrouver sur le site de la MDPH 33 et qui est un document complété lors des équipes pédagogiques dans les établissements scolaires. À ce dossier de demande, bien entendu, l'usager peut ajouter toutes les pièces qui lui semblent justifier sa situation et de l'impact de son handicap dans sa vie quotidienne. Toutes ces pièces sont bien entendu lues et prises en considération lors des évaluations. D'accord. Ce que vous appelez le GEVASCO, donc finalement, c'est le document qui témoigne de la scolarité de l'enfant, c'est ça? Tout à fait. Du coup, celui-là, il y a quelqu'un pour m'aider à le remplir, ou il est rempli par quelqu'un d'autre? Alors, il est rempli lors de ces équipes pédagogiques auxquelles participent les parents. D'accord. Et nous avons en interne des collègues qui sont enseignants référents mis à disposition de l'éducation nationale à la MDPH et qui travaillent de façon très étroite avec leurs collègues enseignants référents sur les territoires. D'accord. Ces enseignants référents, donc, qui eux sont dans les écoles, dans les établissements sur les territoires, ont été formés, sont habilités à utiliser notre logiciel, à avoir accès au dossier et peuvent tout à fait accompagner les parents dans cette démarche. D'accord. Donc le réflexe, si j'ai un enfant en situation de handicap, c'est de me tourner vers l'enseignant référent. Oui. Pour remplir ce GEVA qui est nécessaire à l'instruction de ma demande MDPH. Tout à fait. D'accord. Concernant le dossier de demande et les parties à remplir, est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis ? Oui, alors ce formulaire, il comporte 6 rubriques. La première concerne mon identité. C'est une rubrique obligatoire, donc qui est à compléter avec le plus grand soin. Sur cette rubrique, en page 4, la personne en situation de handicap devra dater et signer. Ce sont 2 éléments très importants qui font preuve de la recevabilité de ce dossier. Pourquoi la date est importante ? La date est importante parce qu'elle nous permet d'évaluer les dates d'effet de certains droits. D'accord. Ensuite, il y a la rubrique B qui concerne la vie quotidienne, donc qui est composée de 3 sous-parties. Ma vie actuelle et l'impact de mon handicap aujourd'hui dans ma vie quotidienne, mes besoins et mes attentes.
Cette partie B, on l'a voulu obligatoire en Gironde parce que c'est une partie qui nous permet par la suite d'évaluer le plus grand nombre de droits et de prestations possibles par la MDPH. Les rubriques suivantes sont à compléter en fonction de l'âge et de la situation. La rubrique C concerne la vie scolaire et étudiante. C'est dans cette partie qu'on va pouvoir apporter aussi les éléments du GEVASCO. La partie D concerne la vie professionnelle, donc pour les personnes qui sont en emploi ou sans emploi, en recherche de reconversion ou de formation. La partie E recense en fait tous les droits et prestations auxquels peut prétendre un usager. Il est rappelé les trois grandes parties, vie quotidienne, vie scolaire et étudiante, vie professionnelle. Il est évident que si ces parties sont bien complétées, si la partie B et C ou D sont bien complétées, cette partie E n'est pas à cocher, n'est pas à rappeler. Et enfin, une partie F qui est la nouveauté de ce formulaire et qui concerne la vie de l'aidant. Donc là, c'est l'aidant, c'est le proche aidant qui complétera cette partie et qui nous sert d'observatoire, je dirais, au sein de nos services pour pouvoir proposer aux aidants des espaces peut-être de répit, des espaces de parole. Ont été créés des postes de psychologues d'aide aux aidants pour les personnes handicapées et puis des expérimentations de moments de répit pour les parents d'enfants qui peuvent être accueillis pour des demi-journées de loisirs, permettant ainsi aux parents de sortir manger au resto, de se reposer en étant rassurés et assurés de savoir leur enfant accompagné. D'accord. Qui peut être aidant en fait, qui sont les aidants en fait? Les parents, les conjoints? C'est le proche qui, au quotidien, accompagne et soutient la personne. D'accord. Donc, dans cette liasse de documents, deux grandes parties, les parties A et B qui sont obligatoires à remplir, et puis les autres qui suivent, que vous avez listés, Gaëlle, qui sont remplis en fonction des demandes faites pour ce dossier MDPH. Merci beaucoup. Ne pas avoir peur de ce dossier. Allez-y. C'est-à-dire, quand on le voit, on a un petit peu peur quand même. Mais tout n'est pas à compléter. Ne sont pas à remplir, c'est ça. Voilà. Mais surtout, j'insiste sur cette partie A et sur cette partie B. D'accord. Je vais apporter une précision parce qu'elle s'inscrit véritablement dans la démarche de la MDPH de la Gironde et puis globalement du département. Cette démarche Gironde territoire 100% inclusive, il y a une idée originale qui a été développée il y a quelque temps de ça, où une société de production a réalisé pour le département de la Gironde, la MDPH, une mini-série que vous pouvez visualiser sur différents sites institutionnels qui s'appelle Parlons bien, parlons droit. C'est une autre façon de communiquer. C'est une autre façon de communiquer avec vous. Et si vous ne l'avez pas déjà visionné, nous vous incitons largement à la voir. Cette mini-série est accessible, bien entendu, sur gironde.fr, sur le site de la MDPH de la Gironde, donc mdph33.fr, mais aussi, moi je l'ai vu passer sur beaucoup d'autres sites institutionnels. Bien entendu, elle est en accès libre. Gaëlle, je vais de nouveau me retourner vers vous. J'ai des questions. Ah oui, on a beaucoup de questions. Alors, du coup, je vais prendre la plus courte. Quels sont les éléments attendus dans un projet de vie? Gaëlle, Sylvie, Evelyne? Je vais peut-être commencer et vous compléterez. Allez-y, Gaëlle.
Dans le projet de vie, dans chaque partie, dans chaque rubrique du formulaire de demande, vous trouverez des espaces de libre écriture. Donc vous pouvez écrire à ce niveau-là ou sur papier libre. Et donc c'est pour vous permettre de nous signaler si les questions qui vous sont posées dans les différentes rubriques ne correspondent pas tout à fait à ce que vous vivez au quotidien, ou si vous voulez nous informer de choses plus particulières, plus spécifiques, vous pouvez tout à fait le signifier dans cet espace projet de vie. Merci beaucoup Gaëlle. Je suis en train de réaliser, j'adore les pseudos de Bicast en fait. Donc une question posée par Chat Amical. Comment faire, alors du coup sur l'alignement des droits, je pense que c'est une question sur l'alignement des droits, comment faire pour regrouper tous les dossiers en un? Pour ma fille, l'orientation s'arrête en 2021, la PCH en 2022, la carte d'invalidité en 2025, un nouveau dossier médical à chaque fois, alors que son état n'évolue pas. Donc du coup, là, vous allez nous parler peut-être du certificat, du CERFA, simplifié. Et puis sur la durée des droits, aujourd'hui, les avancées de la loi en la matière. Tout à fait. De plus en plus, nous développons la simplification des démarches pour les usagers. Alors, ça passe par plusieurs voies. Déjà, faire en sorte d'aligner toutes les fins de droit. Évaluer de façon globale votre situation. Typiquement, vous avez coché certaines demandes et on peut évaluer votre éligibilité à d'autres droits. Donc, vous risquez de recevoir des notifications de droits que vous n'avez pas forcément demandé. Également un décret qui date de décembre 2019 et qui nous permet d'attribuer des droits sans limitation de durée en fonction d'un certain taux d'incapacité, de pathologie particulière. Et en effet, ce certificat médical qui est aujourd'hui d'1 an. Prochainement, en 2022, nous aurons également la possibilité de faire des prorogations automatiques, c'est-à-dire sans que l'usager ait à déposer une nouvelle demande, nous pourrons attribuer des droits sans limitation de durée. D'accord, merci beaucoup. Alors j'aurais bien aimé poser la question de rhinocéros courageux, mais je ne la vois pas entière. Et ce que je vois également, c'est qu'il y a des likes. Donc, en fait, il y a des questions qui ont plus ou moins de succès. Une question de Girafe Tendre. Pourriez-vous rendre le site de la MDPH accessible pour les personnes en déficientes visuelles utilisant la synthèse vocale? De plus, pouvez-vous proposer un formulaire en ligne et un autre en caractère grossi pour les personnes, pour que les personnes puissent être autonomes dans la complétude de leur dossier? Je me tourne vers Evelyne. Alors, sur le site internet, effectivement, donc nous sommes en train de refondre le site internet pour qu'il soit accessible, beaucoup plus accessible, parce qu'il ne l'est pas actuellement. Donc ce site est en cours de constitution et donc il sera mis en service dans le courant de l'année 2022. D'accord. Toujours une question de Girafe Confiante. Ah, ça y est, la question a disparu. Mais je la vois plus. Alors, du coup, la question de rhinocéros courageux. Quelle est la différence entre CDAPH plénière et CDAPH formation spécialisée? Evelyne ou Gaëlle, du coup? Donc la CDA spécialisée est une émanation de la CDA plénière qui se réunit également une fois par mois et qui examine donc les dossiers. Donc elle est constituée d'un représentant du département, un représentant de l'État et un représentant des associations. Merci Evelyne. Alors je vois qu'il y a une question sur la durée d'instruction. On y reviendra tout à l'heure. On va la laisser, c'est une question de fugu drôle, on va la laisser de côté pour l'instant parce qu'on va y répondre. Et je pense que du coup les questions qui nous sont proposées, nous les avons peut-être toutes posées. Ah si, Girafe
je lis mal. Girafe confiante. Girafe confiante, voilà. Bonsoir, ma question est, du coup, elle porte sur la hache de cette personne. La hache arrive à échéance début avril 2022. À quel moment je dois faire une demande de renouvellement d'avance merci? Gaëlle, à quel moment je fais cette demande de renouvellement? Au moins 6 mois avant. 6 mois avant, voilà. Du coup, vous pouvez commencer à faire votre demande, girafe confiante. Et en haut à gauche, me dit Anne, anonyme. Ah, anonyme, un animateur de GEM peut-il être considéré comme un proche aidant pour le dossier MDPH? Gaëlle, Evelyne? Alors, si c'est pour la constitution du dossier et l'aide à la complétude, non. Par contre, vous pourrez laisser vos coordonnées dans la partie, dans la rubrique A. Personne qui vous accompagne dans la complétude du dossier, vous pourrez laisser vos coordonnées. Et si jamais l'équipe d'évaluation a besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez être contacté. D'accord. Oui, parce qu'il y a quand même une différence importante entre un aidant et un professionnel. Là, j'imagine que la question elle est posée par un animateur ou une animatrice de GEM. Bien évidemment que dans le cadre de la PCH, cet animateur ou cette animatrice de GEM ne peut pas être aidant et être, je ne sais pas si on dit rémunéré d'ailleurs, en tant qu'aidant. Hein? D'accord. Merci beaucoup Gaëlle. Je pense que on a posé toutes les questions qui nous ont été proposées. Je vois un petit peu l'heure qui tourne. On avait, mais ces aspects, nous les avons traités, me semble-t-il. Où la personne peut-elle déposer son dossier? Du coup, Sylvie y a répondu tout à l'heure. Comment s'assurer que le dossier a bien été réceptionné? Je vais peut-être vous, j'ai oublié votre prénom, c'est la panique à bord là. Anthony, voilà. Peut-être vous, Anthony, sur comment ce dossier a été réceptionné, ou Gaëlle, je ne sais pas, du coup. Plutôt vous, Gaëlle? Allez. Ouais. Donc, tout d'abord, dire qu'il y a un délai de traitement entre l'envoi du courrier, la numérisation au niveau du service d'Anthony, et puis l'arrivée dans mon service où le dossier va être instruit par mes collaborateurs et collaboratrices référents parcours de l'usager. Donc, à réception du dossier, l'agent administratif va enregistrer le dossier, vérifier sa recevabilité et envoyer un accusé réception à la personne en situation de handicap. Là, deux possibilités. Soit le dossier est recevable et complet, donc l'accusé réception va dire « Nous avons reçu votre demande en date du ». Là, ces fameux tampons qui fait foi. Votre dossier est recevable et complet. Il va être transmis à l'équipe pluridisciplinaire pour son évaluation. Soit le dossier n'est pas complet, n'est pas recevable, c'est-à-dire qu'il nous manque des pièces, une signature, il nous manque un certificat médical, un justificatif d'identité ou de domicile. Et là, l'accusé réception va demander à l'usager de transmettre dans les 2 mois là où les pièces manquantes. Passé 2 mois, l'usager aura à refaire entièrement sa demande. Donc, il est important de nous transmettre dès le départ des dossiers recevables et complets pour assurer un traitement plus rapide et pas perdre ce temps d'envoi de demande de pièces et de retour de pièces. Aujourd'hui, pour parler des délais, mes collègues enregistrent des dossiers qui sont arrivés il y a 2 mois. D'accord. Merci beaucoup, Gaëlle. Je vous rappelle que vous pouvez, dans le cadre de ce webinaire, nous recueillons vos avis et que vous pouvez tout à fait nous donner votre sentiment sur le déroulé de ce webinaire. Eh bien, écoutez, nous allons passer à la 3e séquence qui porte sur l'évaluation du dossier. Et après l'évaluation, comment la décision est prise, que se passe-t-il? Et là, je me tourne vers Evelyne. Evelyne, est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi consiste cette évaluation? Alors, l'évaluation à la MDPH, ça consiste à évaluer le retentissement d'une pathologie dans le quotidien d'une personne. C'est comment la pathologie impacte son quotidien, que ce soit au niveau de sa situation personnelle, familiale, professionnelle ou sociale.
Et s'agissant d'un enfant, c'est aussi les répercussions au niveau scolaire. Alors la loi du 11 février 2005 a reprécisé cette évaluation, puisque cette évaluation, elle s'apprécie toujours par rapport à l'environnement de la personne. Et l'autre apport de la loi de 2005, c'est effectivement d'avoir intégré les troubles psychiques qui n'étaient pas reconnus auparavant. C'est une loi qui est en constante évolution. Alors, comme l'a précisé Gaëlle tout à l'heure, maintenant, on attribue des droits à vie. Bientôt, on pourra proroger des droits et proroger des droits à vie. Donc, c'est une loi qui est constamment modifiée pour mieux s'adapter donc aux besoins des personnes. À la MDPH, toujours une question qui vous est adressée. Qui effectue cette évaluation? Alors, l'évaluation, elle est effectuée par une équipe pluridisciplinaire d'évaluation qui comprend plusieurs métiers, qui sont des métiers qui sont différents mais complémentaires. Donc, dans nos équipes d'évaluation, nous avons donc des médecins, des infirmiers, des psychologues, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes. Et donc, cela constitue donc, le PE. Et donc l'équipe pluridisciplinaire réunit ces différents métiers qui procèdent à une évaluation. L'équipe pluridisciplinaire, elle n'a pas une définition, elle peut être à géométrie variable suivant la demande. D'accord. Et du coup, comment est effectuée par cette équipe cette évaluation? Bien, effectivement, donc l'équipe pluridisciplinaire, elle évalue les besoins de compensation du handicap en fonction des difficultés rencontrées par la personne dans ses activités quotidiennes, à l'école, au travail, à domicile. Par exemple, un enfant peut avoir besoin d'un matériel pédagogique pour prendre des notes. Un adulte peut avoir besoin d'un aménagement d'un poste de travail pour poursuivre son activité professionnelle. Depuis 2019, donc, le nouveau formulaire que vous avez présenté, Gaëlle, a été déployé sur l'ensemble du territoire. Et à l'appui de ce nouveau formulaire, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation procède à ce qu'on appelle une évaluation globale. C'est-à-dire que peu importe, même si vous avez demandé uniquement une carte de stationnement, mais qu'au vu des documents qui sont compris, dans le dossier, pardon, l'équipe pluridisciplinaire peut vous attribuer l'ensemble des droits. Si vous demandez une carte de stationnement, mais qu'on s'aperçoit que vous relevez également de l'allocation adulte handicapé, bien on vous attribuera aussi une allocation adulte handicapé. Ce qui veut dire que ces droits, je n'ai pas nécessairement besoin de les demander? Non, vous n'avez pas nécessairement besoin de cocher ces droits. Donc, soit vous faites une demande et vous cochez les droits que vous demandez, mais de toute manière, on procédera à une évaluation globale, soit vous ne cochez aucune prestation et vous expliquez votre situation. D'accord. Et donc, on procédera aussi à une évaluation globale. D'accord. Alors, je me permets aussi d'insister par rapport à ce qu'a dit Gaëlle tout à l'heure. Il est important de bien compléter les rubriques par rapport à la vie quotidienne, que nous avons rendues obligatoires donc, en Gironde. Et on voit là aussi toute l'importance du projet de vie de la personne et de l'aide dont elle peut bénéficier sur les différents territoires pour décrire ces situations de handicap de façon à ce que la MDPH soit au plus près des besoins de la personne et que l'équipe d'évaluation puisse proposer les différentes compensations nécessaires. Ça fait le lien avec les compensations. Quelles sont les prestations que délivre la MDPH, les droits, on va dire, que délivre la MDPH? Alors, on peut les regrouper par catégorie parce qu'il serait trop long à énumérer. Il y a les compensations donc, financières, l'allocation adulte handicapé, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et les différents compléments pour les enfants. Les aménagements dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, qui sont les aménagements donc, liés au logement, aux véhicules, ou des aides techniques, également des aides humaines dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, la carte mobilité inclusion avec ses 3 volets, invalidité, stationnement et priorité, les orientations vers les services et établissements médico-sociaux, les orientations scolaires, la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les orientations professionnelles, les dispositifs de scolarisation, mais je pense qu'on en parlera lors d'un prochain webinaire qui n'est pas très loin. Exactement, puisqu'il s'agira du mardi 9 novembre. Du coup, le dossier est passé entre les mains de l'équipe d'évaluation. Question importante, on y revient, même si on en a déjà parlé. On y revient parce qu'on en a déjà parlé. Les délais de traitement du dossier au niveau de l'évaluation. Alors,
je parlerai plutôt en délai, total de l'étude du dossier. Effectivement, ces délais, ils sont quand même liés à la complexité des dossiers, des informations que nous avons. Nous avons une activité importante. On reçoit plus de 100 000 dossiers par an. Donc, donc le délai légal est de 4 mois. En moyenne, nous répondons dans les 4 mois. Mais nous avons beaucoup de difficultés à recruter des professionnels de santé. Donc, ce qui fait qu'effectivement, nos délais ont tendance à croître. Voilà. Donc, et sachez que c'est un effort constant de notre part pour essayer d'être dans les délais, de vous répondre au plus vite et en tous les cas au plus juste. Et si je ne me trompe pas, Gaëlle nous a dit tout à l'heure, que je la regarde sous votre contrôle, Gaëlle, que le certificat médical est obligatoire. Qui remplit ce certificat médical? Alors en effet, le certificat médical, sa durée de validité a été allongée à 1 an. Donc le certificat médical, donc ça effectivement c'est un effort de simplification tant que la situation n'a pas évolué sur le plan médical. Sur le certificat médical, il est renseigné par le professionnel de santé qui connaît le mieux la personne, c'est-à-dire le médecin qui apprécie le mieux le retentissement quotidien de la pathologie sur l'autonomie de la personne. Donc très souvent, c'est le médecin traitant ou le pédiatre. D'accord, merci. Merci Evelyne. Le dossier est évalué. Que devient mon dossier maintenant, Gaëlle? Donc l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation fait des propositions. Ces propositions sont enregistrées par le référent parcours de l'usager qui va inscrire en CDAPH la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Est-ce que je connais, en amont de la CDAPH, donc de la commission, est-ce que je connais les propositions, est-ce que je peux connaître les propositions de l'équipe d'évaluation? Alors, vous pouvez les connaître uniquement sur la prestation de compensation du handicap. Enfin, nous allons remettre en route le projet personnalisé, le plan personnalisé de compensation que nous avions arrêté le temps des différents confinements. D'accord. Mais vous serez informés en effet de la proposition concernant la PCH. Les familles sont également informées par rapport aux droits d'option entre les différentes propositions et combinaisons possibles, AEH et compléments, ou AEH et PCH volet aménagement du véhicule ou aménagement du logement, ou uniquement la PCH. D'accord. Comment je suis informé de cette proposition à la CDAPH? Alors, vous pouvez suivre votre demande en ligne sur la plateforme du département. Donc, vous savez que votre dossier va être présenté, est inscrit en commission. 8 à 10 jours après la commission, vous recevrez dans la boîte aux lettres un courrier qui est en fait une notification dans laquelle on vous informe de l'attribution ou du rejet de la décision, qui sont des décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Sur ma demande en ligne, vous aurez ce résultat dans les 72 heures. D'accord. On peut reprendre sur comment j'accède à ma demande en ligne, c'est-à-dire où j'ai le numéro pour me connecter. J'imagine qu'on a un numéro de dossier. Et... Alors, après l'envoi de l'accusé-réception par nos services, après l'envoi de l'accusé-réception, le département va envoyer un courrier avec des codes d'accès à l'usager. Et c'est par ces codes d'accès sur cette plateforme dédiée qu'il pourra suivre l'évolution, le traitement de ce dossier. C'est une fois que vous avez finalisé ce travail, Anthony, que ce numéro est attribué, que la personne peut suivre son dossier? Non, c'est une fois qu'il est pris en main par les référents parcours usagers. D'accord. Qu'il est déclaré complet ou pas. Et à ce moment-là, la personne reçoit un courrier avec un numéro pour pouvoir se connecter pour suivre son dossier. D'accord.
Je vous ai coupé, Gaëlle, excusez-moi. Non, je voulais juste ajouter que prochainement, on espère avant la fin de l'année prochaine, il y aura un coffre-fort numérique sur cette plateforme, ces codes personnels sur ma demande en ligne, où les notifications seront directement injectées après les commissions. Comme ça, les usagers auront sur cet espace personnel le suivi, le traitement de leur dossier et les notifications. Alors, allons un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut imaginer, avec ce coffre numérique, mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre, il manque une pièce à mon dossier, est-ce que je pourrais, dans l'avenir, déposer la pièce manquante dans ce coffre numérique? Non, il ne servira pas à ça, D'accord. Moi, c'est une suggestion que je fais, du coup. Non, s'il manque une pièce, vous pouvez nous la renvoyer par Internet, hein, sur l'adresse mail partenaire. C'est pas très RGPD quand même, mais bon. Ou par courrier. Ou par courrier, d'accord. Merci beaucoup. Alors, du coup, par courrier, donc l'information de la personne, du coup, j'ai été dissipé, excusez-moi, j'ai voulu absolument poser ma question. La personne est informée des décisions de la commission, donc par cette notification qu'elle reçoit à son domicile 8 à 10 jours après la commission. Systématiquement, 8 à 10 jours. Oui. D'accord. Donc, aux personnes que vous accompagnez, 8 à 10 jours, c'est le délai entre la CDAPH et la connaissance par la personne de la décision qui a été rendue, en fait. Oui. Oui. Il y a Anthony qui veut... Allez-y, Gaëlle, et puis je passe la parole à Anthony. Au dos des notifications, l'usager a toutes les voies de recours, hein, en cas de contestation. Et puis, vous signalez également que, parallèlement, nous avons notre système d'information harmonisé et connecté avec d'autres systèmes d'information, ceux de la CAF, de l'Imprimerie nationale, de l'Éducation nationale, de Via Trajectoire. Donc, tous ces services reçoivent de façon dématérialisée nos flux de décision. Donc, sont informés de façon quasi instantanée après la CDA des décisions prises. Merci Gaëlle. Anthony, un mot? Juste une petite information, les décisions elles ne sont pas communiquées par téléphone. D'accord, donc inutile de téléphoner à la MDPH pour avoir la décision de la commission qui est passée 2 jours avant. Voilà. Ce qui est important, c'est connaître la date de la commission et 10 jours après, par courrier, on a la décision prise. Exactement. D'accord, merci Anthony. Eh bien, on va pouvoir passer, on est à la fin de cette troisième séquence, on va pouvoir passer aux questions des internautes. Donc, je regarde l'écran. Alors, est-ce que c'est l'écran de droite et l'écran de gauche? J'ai les mêmes questions à droite et à gauche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elles arrivent, me dit-on. Il y en a au moins une. Le temps qu'elles soient sélectionnées et qu'elles nous apparaissent à l'écran. Bon, vous avez la preuve qu'on est en direct. Il y a la technique qui nous fait signe que ça arrive. Ça va arriver. Elle est dans les tuyaux. Elle est passée par l'Autriche. Je ne la vois pas. J'ai du mal à... Elle n'y est toujours pas. Désolé de vous faire attendre. Toujours pas, toujours pas. Toujours pas. Ça, c'est le piège pour un animateur qui ne sait pas meubler, en fait. Qui n'est pas un pro et qui ne sait pas meubler. En discutant de quelque chose, me dit la technique. Je vais vous faire venir, moi. Allez, Anne, votre dossier. Vous n'avez rien écouté, Anne? Il faudrait vous connecter sur le site de la MDPH. Allez-y, du coup. Le micro, peut-être. Ouais. On n'est pas entre nous. Non, je trouve que c'est super, il y a plein d'avancées. Mais c'est vrai que pour une maman, c'est toujours compliqué de ne pas parler à quelqu'un d'humain en face, quoi. D'être toujours ramené à de l'administration. Et bon, après, c'est le mal d'aujourd'hui, hein. Et c'est sûr que comme on est très nombreux, c'est sûr qu'on est obligé un petit peu de passer par l'administratif,
quoi, pour gérer tous les dossiers. Mais d'avoir un interlocuteur, de quelqu'un qui rassure ou qui nous dit voilà, vous inquiétez pas. Voilà, moi j'ai la chance d'être bien accompagnée, mais il y a des familles qui parlent pas bien français, il y a des familles qui n'ont pas accès à Internet, il y a des familles qui sont dans la Saint-Symphorien, où il n'y a pas de professionnels, où c'est un petit peu le vide au niveau des soins paramédicaux, des choses comme ça. Donc il y a encore beaucoup de chantiers. Alors c'est pas la MDPH qui va porter tout ça, mais il y a encore du chemin pour l'inclusion complète quand même. Et c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Là je meuble, hein, mais il n'y a toujours pas la question. Non, mais du coup je vais rebondir. Ouais. Une question à Sylvie. Je peux me faire aider pour mon dossier avant de le déposer, mais par rapport à ce que vient de dire Anne, c'est-à-dire une fois qu'il est déposé, est-ce que je peux me faire aider pour savoir où il en est, ce dossier? Alors oui, ça marche là, oui, je pense. Oui, vous pouvez venir dans les structures que je vous indiquais tout à l'heure, le pôle ou les maisons du département des solidarités, où les secrétariats pourront vous dire où en est votre dossier. Hein, vous pourrez, elles peuvent voir, elles ont accès à ce qu'on appelle le logiciel Yodas, hein, qui est un logiciel commun au service du département. Et dans ce logiciel, elles sont habilitées à suivre ce qu'on appelle l'état d'avancement du dossier. Donc, vous dites que vous avez besoin d'humains, mais justement, il y a ces humains, on est sur les territoires au plus près et on peut répondre à la personne. On n'a peut-être pas suffisamment le réflexe, on y va pour se faire aider, pour remplir le dossier initialement, mais on n'a pas le réflexe de revenir vers les pôles territoriaux pour suivre son dossier quand on a des questions à poser. Allez-y, Anne. Moi, j'habite dans la communauté urbaine, donc ça va. Là, je suis solidaire par rapport à la campagne. C'est vrai que je reviens l'exemple de Saint-Symphorien. C'est 1 heure de route pour aller au premier endroit où on peut avoir un renseignement. Et comme au niveau du téléphone, c'est en surcharge, c'est très compliqué de suivre les dossiers pour les personnes qui sont un peu isolées finalement. Oui. Mais Evelyne parlait tout à l'heure de 100 000 dossiers annuels. C'est énorme. Et c'est vrai qu'on a cette plateforme au central, ce qu'on appelle la P2A, la plateforme Accueil Autonomie, hein, qui est censée pouvoir répondre, mais qui a beaucoup d'appels. Et effectivement, il est peut-être complexe parfois d'accéder à la P2A. Peut-être qu'il faudrait un petit camion comme une épicerie de village, qui aille de village en village. Mais on étudie, pour être au plus près des gens. C'est une excellente idée, tout à fait. On étudie ce genre de possibilités dans ce qu'on appelle nos projets sociaux de territoire. Oui. On étudie les outils en mobilité et ça se développe. C'est parce qu'on a bien vu tout à l'heure que dans le triangle du territoire Laréole, Langon, Bassin d'Arcachon, effectivement, on est éloigné des 3 pôles territoriaux pour aller vérifier son dossier. Je ne vois toujours pas de questions apparaître à l'écran. Là, je pense que la technique est en panique complète. Et nous, on va plus savoir meubler. On peut continuer à meubler. On peut continuer à meubler. Donc, du coup, il y a un autre chantier aussi, c'est l'accessibilité au transport. Pour ces zones rurales où il n'y a pas aussi des personnes qui ne peuvent pas Ça y est, j'arrête. Non, allez-y. Pour se déplacer, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions aussi par rapport au transport. Parce qu'il y a des personnes âgées, personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas prendre la voiture forcément pour aller dans ces centres-là. Et d'autres choses encore. Merci Anne, ça y est, bon, on a des questions. On a des questions. Alors, une question par anonyme. Qu'est-ce que veut dire proroger des droits? Evelyne? Alors, proroger des droits, ça veut dire, c'est ce que nous allons mettre en œuvre à partir de 2022, c'est-à-dire dans certaines situations, à partir du moment où vous aurez eu une prestation pendant une durée, sans que vous redéposiez un dossier, on pourra prolonger vos droits, proroger vos droits. C'est-à-dire vous accorder la prolongation des droits que vous avez sans que vous ayez à redéposer un dossier. Merci Evelyne. Toujours une question d'un anonyme ou d'une anonyme. Dans le cas d'un handicap psychique, entre la première attribution de l'AH par exemple et au moment du renouvellement, la personne handicapée refuse
et n'a plus de suivi psychiatrique. La MDPH refuse le certificat fait par un médecin traitant, exigeant un certificat par le psychiatre. Donc, qui veut répondre sur le CERFA et sur qui remplit ce CERFA? Et la MDPH demandant finalement des précisions, je pense, Oui, sur l'état de santé. Voilà, c'est une demande de pièces complémentaires dans le cadre d'une nouvelle évaluation. Ce n'est pas un refus du certificat établi par le médecin traitant, mais effectivement besoin de pièces complémentaires pour pouvoir se prononcer au plus juste sur les prestations. Il faut savoir que le temps que vous passerez avec votre médecin traitant à compléter le dossier, enfin que le temps que passera le médecin à compléter le dossier, c'est du temps gagné pour vous. C'est important. D'accord, merci Evelyne. Une question de Poussin Chouette. Est-il possible d'attribuer des droits à vie pour l'AH, la CTP ou la PCH quand il n'y a pas d'évolution favorable du handicap? Alors je pense que c'est possible pour l'AH, Gaëlle, peut-être là-dessus, sur cette question? Oui, avec un taux d'invalidité, d'incapacité, supérieur à 80% et voilà, une antériorité de droit à l'AH, il y a la possibilité en effet d'attribuer sans limitation de durée. Pour la PCH, ça va être possible, mais on n'y est pas encore. Merci Gaëlle. On va essayer de répondre au plus de questions possibles. Une question de Koala Tenace. La rubrique vie quotidienne est-elle obligatoire pour une demande de RQTH? Alors pour une demande de RQTH, oui, la rubrique vie quotidienne, la rubrique B et puis la rubrique D, vie professionnelle. D'accord. Une question de Panda Joyeux. Je pense qu'on va répondre par l'affirmative. Une fois le dossier MDPH transmis, est-il possible... Ah oui, mais si vous me changez les écrans, c'est plus possible. Est-il possible de transmettre une nouvelle pièce, bien que celle-ci ne soit pas considérée comme essentielle à l'étude du dossier? Oui, jusqu'au passage, jusqu'à l'inscription en commission, il est toujours possible d'apporter de nouvelles pièces ou de faire une nouvelle demande. Donc à nous transmettre par courrier. Nos collègues à la numérisation nous feront savoir qu'une pièce est arrivée et à prendre en considération à l'évaluation. D'accord. Toutes les pièces sont lues. D'accord. Une question de Marie-Josée. Pour Evelyne, finalement, est-ce que l'ajustement des dates de l'ensemble des prestations se fait automatiquement si on a oublié de le préciser sur le dossier? On en a parlé tout à l'heure de ça. Effectivement, ouais. Oui, on aligne les droits, c'est ce qu'a dit Gaëlle, on aligne les droits, effectivement, c'est fait. Enfin, pas automatiquement, on le fait. Alors j'ai du mal à lire cette question parce qu'il y a un éclairage qui me gêne. Du coup, voilà, est-ce que c'est toujours la question de Poussin Chouette? Est-il possible de rendre... Ah oui, celle-là, on ne l'a pas posée. Donc, Poussin Chouette. Est-il possible de rendre le certificat médical ophtalmo valable à vie dans la situation d'une personne aveugle pour laquelle il n'y a pas d'évolution favorable ou de ne demander que celui d'un médecin généraliste? En effet, allez voir l'ophtalmologue quand il n'y a plus de suivi possible. Qui veut répondre? Est-ce qu'on peut attribuer des droits à vie? Evelyne? Il y a deux questions en fait. Oui. Oui, on peut attribuer des droits à vie, mais on ne peut pas décréter que le certificat médical est valable à vie. Il a une durée de validité d'1 an. D'accord. Donc au-delà d'un an, il faut refaire un nouveau certificat médical. Après, je comprends les personnes, vu la démographie médicale et parfois le délai d'attente pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est un petit peu compliqué. Une question de Fugudrol. Quel est le délai maximum pour une étude complète d'un dossier? On a répondu à celle-ci? Oui, on a répondu, oui, du coup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'on les a toutes... Non, le délai de traitement des recours. Je ne la vois pas. En haut, ah oui, pardon. Toujours Poussin Chouette. Le délai de traitement du recours dépasse les 2 mois. Quel est le délai moyen SVP? Actuellement, il est autour de... Je pense qu'il est autour de 4 mois. Donc, le délai d'étude des recours. Ok, merci Evelyne. Je regarde la régie. Est-ce qu'on a de nouvelles questions? On a fait le tour de
de toutes celles posées par les internautes?